Pour la première fois dans l'histoire du Togo, un Premier ministre est apparu sur l'écran de la télévision nationale pour défendre le bilan des 100 jours d'une nouvelle équipe gouvernementale. Madame Victoire Dogboé, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a durant 100 minutes présenté le bilan, faire le point de ce qui a été accompli jusqu'ici devant des journalistes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui va dans un premier temps faire le point, en tout cas revenir sur les 100 jours du Premier ministre, en tout cas sur cette sortie. Et dans un premier temps, nous allons boucler cette émission en parlant de la liberté de la presse. Nous prendrons naturellement le pouls de la liberté de la presse togolaise, qui est secouée ces derniers temps par des convocations tous azimuts. Et pour l'occasion, nous avons l'invité en question. Dès que vous aurez bientôt le profil, vous serez d'accord avec moi. Alors, mesdames et messieurs, je suis sur plateau avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur Akoda Ayoadan. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes le ministre de la Communication et des Médias, vous êtes juriste. En tout cas, vous êtes un agrégé des facultés de droit, en l'occurrence le droit privé et des sciences criminelles. Vous avez étudié à Poitiers, en France. Vous totalisez au moins 15 ans d'expérience dans l'enseignement du droit. Et donc, vous êtes un professeur d'université. Nous avons un porte-parole, un communicateur et un homme de droit. Nous pensons que les sujets que nous allons aborder aujourd'hui trouveront certainement des réponses, n'est-ce pas? J'espère. Alors, monsieur le ministre, les 100 jours, les 100 premiers jours du gouvernement, le Premier ministre était à la télévision le 15 janvier dernier pour faire le point. C'est vrai qu'elle a pris 100 minutes pour pouvoir le faire, mais nous, en quelques secondes, en quelques minutes, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, il est vrai que les 100 minutes ont une forte symbolique, il faut le noter. Et vous l'avez certainement noté, l'exercice de Madame le Premier ministre était d'abord un exercice d'humilité, un exercice de reddition aussi des comptes tels que prévus ou tels que promis à nos concitoyens lors de sa déclaration de politique générale. Vous savez, le gouvernement, aujourd'hui, s'est engagé sur une feuille de route qui a été construite autour d'une vision d'un Togo à l'horizon 2025. Et pour pouvoir mettre en œuvre cette vision, une série de réformes, une série de projets ont été proposés et ce sont ces projets et ces réformes qui vont structurer l'action gouvernementale durant les 5 prochaines années. Au fond, après 100 jours, on peut considérer objectivement que le gouvernement a posé les grands jalons de son action. Et ces grands jalons, on peut les identifier d'abord par une structuration législative réglementaire proposée par le gouvernement. Je peux citer rapidement la loi sur l'identification biométrique, qui est une loi fondamentale pour pouvoir lancer les actions. Vous savez, vous ne pouvez pas développer d'actions sociales sans connaître les citoyens bénéficiaires de ces produits sociaux. Il y a la loi sur la programmation militaire pour donner des ressources importantes à notre armée face aux défis sécuritaires de la sous-région. On a également le Code du travail qui a été voté récemment et qui permettra désormais d'avoir une palette de contrats plus large, des contrats plus adaptés. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans notre pays, on n'avait que le contrat de travail à durée déterminée. Et le contrat de travail à durée déterminée a cette faiblesse qu'on ne peut pas le renouveler indéfiniment. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire un contrat de mission. Vous avez une mission qui dure 7 ans. Vous faites un contrat de mission sur 7 ans et ce contrat sera valable. Donc voilà une innovation que l'on peut tirer du Code du travail. Évidemment, on ne peut pas en parler plus longuement. On peut parler de la loi sur le casier judiciaire automatisé qui permet désormais à nos citoyens de ne plus se déplacer pour pouvoir obtenir ce fameux document qui peut ouvrir des portes. On a également la loi sur l'aménagement du littoral. Donc, rapidement pour vous dire qu'il y a eu un travail de base, de fond sur l'encadrement législatif, réglementaire pour pouvoir lancer l'action du gouvernement. Et au titre de ces 100 jours, on peut aussi toucher du doigt des réalisations. L'une des réalisations, c'est par exemple le basculement dans le budget-programme. Budget-programme qui permet aujourd'hui d'avoir une action gouvernementale plus efficace, plus efficiente. Et dans ce budget-là, permettez-moi d'attirer l'attention sur 53% du budget, 53,7% du budget consacré aux programmes sociaux. Alors, c'est un pas important, c'est plus important que ce qui avait été alloué en 2020, alors même que le budget 2021 est
plus ou moins secoués par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Il y a des acquis, notamment les réussites en matière d'inclusion financière, pilotées par le FNFI, pilotées par la DOSI, et le gouvernement entend capitaliser un peu plus sur ces acquis-là pour faire en sorte que les 10 points de pauvreté en moins que l'on a obtenus jusque-là, qu'on puisse aller plus encore en avant vers la réduction de la pauvreté. Donc, au titre des 100 jours, il y a des acquis que l'on peut déjà identifier. Et parlant de pauvreté, apparemment, elle est réduite de 50%. Alors, 50% de... Selon la sortie du Premier ministre sur la télévision nationale. C'est ce que donnent les indicateurs de mesure aujourd'hui, que comparativement au point de départ qu'on a, c'est-à-dire il y a de cela 5-6 ans, nous avons évolué vers une réduction significative de la pauvreté. Mais attention, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a ce constat-là qu'on peut penser que la pauvreté a disparu dans notre pays. Il faut être objectif. La pauvreté persiste et le challenge du gouvernement, ce n'est pas de sortir les concitoyens de la pauvreté, d'être au-dessus de la pauvreté, mais c'est d'aller vers une vie plus digne, une vie de prospérité, une vie de richesse partagée. Elle a parlé aussi des chantiers, en tout cas routiers, qui devraient finir au plus tard en juin. Alors, très bien. Les 100 jours aujourd'hui permettent aussi d'identifier des avancées sur le plan infrastructurel. Vous savez, un pays peut être comparé à une feuille. Et une feuille, elle est alimentée par des nervures. Et aujourd'hui, pour nous, on peut considérer que les nervures de notre pays, ce sont les routes, quelles qu'elles soient, que ce soit des pistes rurales, que ce soit des routes goudronnées. Ce sont des éléments très importants pour pouvoir construire le pays, pour pouvoir apporter la richesse ou la prospérité dans les coins les plus reculés. Il y a un projet, d'ailleurs, il y a un ministère qui est dédié aux pistes rurales, qui a pour objectif, la feuille de route de ce ministère, c'est de conduire la réussite de la construction de 4000 km de pistes rurales, notamment dans les zones agricoles, pour permettre à nos concitoyens de pouvoir, les zones agricoles de coton, cacao, café, pouvoir désenclaver ces zones, désenclaver, permettre à nos concitoyens de pouvoir se déplacer, faire déplacer les marchandises et circuler librement dans des zones où ces personnes-là vivent. Donc, les routes, de ce point de vue, sont importantes. Il y a également des routes goudronnées. Il y a l'autoroute de l'Unité qui est en prévision. On a vu la convention qui a été signée récemment pour faire en sorte, pour commencer les études de faisabilité de cette autoroute-là. Donc, les routes sont les nervures d'un pays et les routes-là vont permettre d'apporter la prospérité. Mais ce n'est pas tout. Il y a un décret qui a été pris le 23 décembre et qui apporte un changement fondamental dans l'approche des ouvrages. Ce décret oblige désormais tout constructeur d'ouvrages à faire des réservations pour faire passer notamment la fibre optique. Et on le sait, la digitalisation est au cœur de l'action du gouvernement. Avec l'avènement de Covid qui a accéléré le processus. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de construire des routes, de les casser après pour pouvoir faire passer des fibres optiques. En faisant cela, on fait un bond en avant, véritablement, pour aller plus vite, plus efficacement et atteindre les résultats qui sont projetés par la feuille de route. Alors, le Premier ministre estime que les travaux ont évolué à au moins 35%, que en tout cas le chantier sera livré, si on peut le dire ainsi, d'ici à juin. Et vous avez parlé tout à l'heure, quand vous parliez de l'exercice du Premier ministre, en disant que c'est un exercice d'humilité et de reddition. Il y a Luc Abaki, que vous connaissez très bien, qui est un observateur de la vie politique togolaise, journaliste et consultant de notre émission d'ailleurs, et Écho du Togo, partage un peu cet avis parce que dès la sortie du Premier ministre, quelques heures après, il a fait également une sortie sur sa page Facebook et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans un premier temps, il a eu à louer la réelle volonté, pour le citer fidèlement, la réelle volonté de travailler du Premier ministre, son pragmatisme, des approches innovantes, sa disponibilité à rendre compte et son ouverture d'esprit. Seulement, il s'est montré par la suite un peu plus critique. Il a quand même exprimé ses critiques. Il dit, vous allez apprécier, à mon sens et à celui de tous les professionnels, le principe du compte rendu repose sur les moyens de bord et ce que l'on en a fait. Il continue en disant que tout le monde sait que l'équipe de Gbé est venue achever le budget exercice 2020. À quel niveau de recette l'État était en ce moment précis
au moment où Mme Dogbo prenait le contrôle de l'action gouvernementale. Et pour finir, il disait combien l'État a-t-il finalement généré durant ces 100 jours, comment le gouvernement s'est-il pris pour recueillir les ressources, enfin, de quelle manière celles-ci ont été réparties conformément à la feuille de route établie par le gouvernement. Pour lui, en termes de structuration, il y a eu un défaut, il exprime un peu ses critiques. Alors, je peux saluer le travail qui est fait par Lucas Baki et identifier un élément très important qu'il faut souligner là aussi. L'approche critique est très importante. Elle nous permet d'identifier un certain nombre de difficultés que l'on peut relever. Maintenant, sur l'approche elle-même, pour dire que tout a été rose, je ne partage pas l'avis dans la mesure où, dans le discours de Madame le Premier ministre, ce qu'il était à noter, d'abord, c'est que le gouvernement a été formé dans des conditions difficiles. Une pandémie de Covid-19 qui mettait véritablement à mal ou qui continue à mettre à mal les finances publiques. Et c'est à partir de là que le gouvernement a commencé à travailler. Alors, sur les résultats qui sont obtenus aujourd'hui, il est évident que ces résultats sont à cheval sur 2 exercices. Et identifier... Exercice 2020 et exercice 2021 qui est ouvert. Le gouvernement a été formé en octobre. Donc le gouvernement est comptable le 1er octobre précisément. 1er octobre, le gouvernement est comptable de ce qui a été fait d'octobre jusqu'à maintenant. C'est la raison pour laquelle cet exercice-là ne pouvait pas faire l'économie ou laisser de côté l'exercice 2020. Donc faire la part des choses serait, stratifier finalement la gestion de la chose publique. La continuité est un des principes de l'État. Donc moi, j'entends très bien, et pour ce qui est finalement des parts à réserver aux différentes réalisations, une communication additionnelle peut être faite pour faire ces précisions-là. Alors, on comprend à travers cela, à travers cette sortie, à travers sa première sortie d'ailleurs, à travers le fait qu'on a 2 porte-parole au niveau du gouvernement maintenant, à travers également l'innovation, l'une des innovations dont on parle très peu, les conseils des ministres, les conférences de presse d'après les conseils des ministres, on sent quand même un certain nombre de... Mais est-ce que toutes ces initiatives valent un peu la parole du président de la République que les Togolais aimeraient entendre de temps en temps? Alors, il ne faut pas désacraliser la parole du président de la République. Je pense qu'un président de la République est un président de la République. Permettez-moi de me répéter. La parole présidentielle doit rester très haute, rare, et lorsqu'elle est prononcée, à des occasions où il le faut, elle vaut son pesant d'or. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que la parole présidentielle est rare. On l'a noté à l'orée de cette nouvelle année, le président de la République a fait une sortie. C'est une première sortie, on va dire, de l'année. Il n'est pas dit que le président ne fera plus de sorties, mais d'abord, le président impulse la vision. Le Premier ministre va coordonner l'action gouvernementale. Et puis les ministres sont au front pour ramener un résultat dont sera comptable le président de la République. Il ne faut pas penser que le président de la République est en marge de ce qui se fait. La preuve, chaque mercredi, on se retrouve autour du chef de l'État pour un conseil des ministres. Et tous les jours, le président de la République reçoit des comptes rendus, reçoit des ministres, donne des orientations, etc. Donc, le président de la République n'a pas besoin de descendre dans l'arène parce que, qu'on le veuille ou non, c'est la première personne de notre architecture étatique. Alors, pour basculer au second point inscrit à l'ordre du jour de notre émission aujourd'hui, sans pour autant désacraliser la parole du président de la République, est-ce qu'on peut espérer, avec le changement de ton de gouvernance, qu'aujourd'hui, le président de la République pourra parler à la presse? Le président de la presse togolaise, je veux dire. Alors, Madame le Premier ministre a parlé à la presse togolaise, les ministres parlent à la presse togolaise, le président de la République parle à la presse togolaise par le biais de ses ministres. Donc, n'ayez de crainte, le plus important, c'est que l'information soit disponible et que les membres du gouvernement qui portent finalement la parole du gouvernement, la parole du chef de l'État, soient disponibles pour la presse, comme on l'est.
D'accord, on va parler à présent de la liberté de la presse au Togo. Il y a eu beaucoup d'événements, je dirais, malheureux, que vous allez certainement partager aussi ces derniers temps avec des convocations. Mais on va tout juste parler de la dernière en date qui a abouti finalement sur le retrait de récépissé du journal L'Indépendant Express avec l'histoire de l'article sur les cuillères dorées. Monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez un peu le retrait des récépissés, vous, ministre de la Communication et des médias? Alors, est-ce que je comprends? Il s'agit d'abord d'une décision de justice, hein. C'est le tribunal de grande instance de Lomé qui a prononcé cette décision. Alors, une décision de justice, normalement, elle ne devrait pas être commentée, hein, par un ministre, parce que vous le savez, on est dans un régime de séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc, il me serait difficile de commenter une telle décision. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal ainsi pose une jurisprudence, n'est-ce pas? Il y a différents types de sanctions. Le tribunal est allé à la sanction ultime. Bien, mais ce n'est pas une sanction définitive. D'ailleurs, le journal en question a déjà indiqué faire appel. Donc, nous sommes en train d'éprouver le fonctionnement de notre institution judiciaire en matière de presse. Je pense qu'il faut attendre de voir ce que le processus judiciaire va donner avant de commenter les décisions de. Parlant du processus judiciaire, récemment, vous êtes au courant, tout comme un bon nombre de téléspectateurs, que le journaliste Ferdinand Ité a été convoqué au SCRIC à 15 heures et puis nuitamment autour de 20 heures, il a encore annoncé que sa convocation a été annulée. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ces genres de fonctionnement? Alors, vous savez, moi, je voudrais souligner quelque chose de très important. C'est d'abord les relations particulièrement cordiales que la presse peut avoir depuis un moment avec les forces de l'ordre. Nous sommes dans un pays, quand même, où il y a un dialogue entre les forces de l'ordre et la presse. Alors que le journaliste que vous citez a été convoqué et que la convocation a été retirée. Alors, il est difficile d'avoir un commentaire là-dessus parce qu'on a une opération nulle, si vous voulez, une opération blanche, c'est-à-dire un non-événement. Donc, je ne voudrais pas qu'on ait une psychose sur cette approche-là. Les journalistes sont des acteurs très importants d'une démocratie. Maintenant, aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en train de construire la relation entre l'État et la presse privée notamment et la presse en général. Ce qu'il est important de faire, c'est de continuer dans une approche pédagogique, en expliquant les textes, en se parlant, pour corriger les dysfonctionnements qui peuvent intervenir dans la relation entre la presse et l'État. Donc, je considère que nous avançons petit à petit en apprenant et en grandissant ensemble. Monsieur le ministre, dès que vous avez pris la fonction, en tout cas très récemment, l'une de vos premières sorties qui avait créé un peu de polémique, c'est l'interdiction des per diem des reporters sur le terrain de reportage. Et puis, naturellement, l'une des défenses, hein, la défense est déjà... À peine vous êtes exprimé, la défense est venue d'un homme politique que vous connaissez certainement très bien, qui s'appelle Djerry Taman. Selon lui, les réalités de la presse togolaise vous échappent un peu. Vous êtes très loin de la réalité de la presse togolaise, en tout cas des journalistes togolais qui vivent dans la précarité et qu'une telle interdiction ne pourra pas marcher. Oui, vous savez, dire que je suis très loin de la réalité, je ne suis pas sûr que ce soit très près de la vérité. Les journalistes dont il était question dans cette note de service, c'était des journalistes dont j'ai la responsabilité, c'est-à-dire des journalistes des médias publics. Alors, je suis d'accord que les journalistes, dans leur globalité, vivent dans la précarité. Et je vais faire une parenthèse là-dessus. Je pense avoir été très impliqué dans la relance des patrons de presse pour que la convention collective
des journalistes soit remise sur la table pour que les discussions se poursuivent. J'ai essayé de relancer la machine. Je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de succès, mais pour vous dire que je suis impliqué dans ce travail-là et je continuerai. Maintenant, pour revenir à la fameuse note, cette note concernait les journalistes du public. Vous savez, lorsque vous êtes salarié, lorsque vous travaillez et que l'on vous paye un salaire, si vous souhaitez obtenir une augmentation de votre salaire, vous vous adressez à vos clients ou à votre employeur? Vous vous adressez à votre employeur. Donc, je considère sur cette analyse que les journalistes des médias publics, s'ils ont besoin d'une revalorisation de leur salaire, ne doivent pas aller rechercher cette revalorisation auprès des clients, entre guillemets. Ils doivent s'adresser à leur autorité de tutelle pour échanger. Ils n'ont pas besoin d'aller, les expressions qui sont utilisées par ceux qui en sont victimes, d'aller racketter, par exemple, les personnes qui bénéficient de leurs services. Donc, pour vous dire que les traitements des journalistes du public nous concernent. S'il y a des difficultés, il faut en discuter avec nous. Les sommes qui sont récupérées sur les lieux de reportage, ce ne sont que des avantages conjoncturels. Il vaut mieux se battre pour des avantages structurels qui peuvent se répercuter sur le long terme. Donc, au total, l'intervention de l'homme politique dont vous parlez, je pense que c'est une intervention qui n'a pas pris en considération toutes les facettes de la problématique. D'accord. Monsieur le ministre, Reporters sans frontières nous classait sur le plan mondial en matière de liberté d'expression, 76e en 2019. Et puis en 2020, le Togo a gagné 5 places, c'est-à-dire désormais 71e. Mais avec tout ce qui se profile à l'horizon aujourd'hui, dont nous voyons un peu l'ombre, convocation de journalistes, la question, l'avant-projet de loi qui s'est déjà même invité la dernière fois au Conseil des ministres, dont nous allons parler tout à l'heure, etc. Est-ce qu'il n'y a pas risque de dégringolade pour les prochaines notes à venir? Alors, je ne peux pas m'avancer sur la note à venir. J'ose espérer que nous maintiendrons ou alors nous améliorerons notre classement parce qu'il faut qu'on se batte véritablement pour cela. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que la liberté de la presse reste un combat partagé. Il ne s'agit pas d'un combat des journalistes mais il s'agit d'un combat pour un état de droit. Il s'agit d'un combat de tous les acteurs, les journalistes, le gouvernement, les autres pouvoirs notamment, et nous devons continuer à construire cette relation-là. Cela est fondamental pour assurer la cohésion sociale, assurer la paix et puis, corrélativement, assurer le développement de notre pays. Donc, considérez que nous continuerons à travailler de façon participative, de façon pédagogique aussi avec les journalistes pour que la liberté de la presse reste un acquis pour nous tous. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on doit attendre de l'avant-projet de loi qui s'est invité très récemment au Conseil des ministres en ce qui concerne la carte de presse? Qu'est-ce que nous devons d'abord comprendre et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir? Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en 2020, il y a eu un code de la presse qui a été voté, n'est-ce pas, qui a été adopté par notre pays, 7 janvier 2020. Et ce code de la presse dispose, en son article 48, qu'il faut une carte de presse pour exercer la profession de journaliste. Et le décret qui a été examiné en Conseil des ministres le 13 janvier dernier a pour objet justement de fixer les conditions d'établissement, de renouvellement, de suspension, de retrait de la carte de presse. Alors, la carte de presse, c'est la carte d'identité du journaliste. C'est la carte qui permet aux journalistes de pouvoir s'affirmer comme un professionnel de ce corps de métier. C'est une carte qui va lui permettre d'accéder à des manifestations en particulier, d'accéder à des informations particulières et de lui ouvrir droit à certains avantages. Lorsque la convention collective sera mise en place, vous verrez que la carte de presse sera un élément déterminant.
La carte de presse permet aussi de fixer finalement les conditions, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir obtenir la carte de presse, il faut être salarié d'une société de presse, il faut avoir un diplôme d'un certain niveau, il faut être togolais, voilà. Donc, le décret qui a été pris en Conseil des ministres, en tout cas, qui a été adopté en Conseil des ministres la semaine dernière, vise à poser ce cadre-là. Donc, il faut s'attendre désormais à ce que les professionnels de la presse aient un élément d'identification qui leur permette d'exercer en toute sécurité et en toute quiétude leur métier. Nous arrivons, comme je l'ai dit, au terme de cette émission. Nous avons pris plaisir à échanger avec le ministre de la Communication et des Médias, le professeur Akoda Ayewadan, qui est un juriste, un diplômé de Poitiers, en France, un enseignant, un professeur d'université, au moins 15 ans d'expérience. Il est le porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous avons parlé des questions liées à la presse. Nous avons également évoqué les 100 premiers jours du gouvernement, notamment la dernière sortie du Premier ministre sur la télévision nationale togolaise. Mesdames et messieurs, restez toujours des nôtres. Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière.